Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité aurait pu bosser comme administrateur de réseau, mais il s'est finalement tourné vers l'auto, sa vraie passion. Il a ainsi officié plus de 16 ans à la rédaction de Caradisiac, le premier site automobile français. Il y a aiguisé sa plume et développé ses talents pour l'éco-conduite, en se spécialisant notamment dans les marathons un peu masochistes en voiture électrique sur le périphérique parisien. Une page qu'il vient de tourner puisque mon invité a quitté Caradisiac pour se lancer dans de nouvelles aventures, lesquelles il va nous le révéler en exclusivité dans cet épisode d'Histoire d'auto. Mon invité, c'est Pierre Desjardins. Salut Pierre. Salut Vincent. Ça va? Oui, quelle introduction. Bah oui, t'as vu, j'aime bien le suspense, tu vois. Alors attention, restez à l'écoute, parce que la révélation de cet épisode, qu'est-ce que Pierre va faire maintenant à partir d'aujourd'hui? Donc cet épisode sort le 1er avril, donc logiquement le 1er avril, on enregistre un petit peu avant, mais tu aurais quitté Caradisiac. Tout à fait. Pour de bon. Donc, il va vous révéler dans cet épisode en exclusivité ce qu'il va faire après, mais ça sera à la fin. Ah bah oui, logiquement. Bah oui, si on le dit tout de suite, les gens vont se barrer, ils vont faire tout de suite, ils vont s'arrêter. T'as vu ce cadeau que je te fais quand même? Ouais, c'est pas mal. Une belle exclue voilà. Avec un embargo. J'adore, c'est qu'avant il m'a dit attends, tu gardes bien le secret avant, tu le publies juste. Ouais, je dis t'inquiète, embargo 1er avril 9h, t'inquiète pas, tout va bien. Ce qu'il y a bien, vu que ça va être publié, mis en ligne le 1er avril, c'est que je peux te dire aussi une blague. C'est vrai, c'est peut-être un poisson. C'est peut-être un poisson en avance, et en fait... Et tout au long de cet épisode, peut-être qu'il y aura des poissons qui vont se glisser, voilà. Et on ne sait pas. C'est ça, et le 1er avril à 9h01, il va dire « Hé, poisson, c'était pas vrai !» Bon, alors, écoute Pierre, merci de me recevoir chez toi. On va commencer peut-être par le commencement. Quel est ton plus vieux souvenir d'auto ? Alors, mon plus vieux souvenir d'auto, si j'y réfléchis, c'est probablement... En fait, mon premier souvenir qui me lie à l'auto, on va dire, c'est quand mes parents avaient acheté... la seule voiture neuve qu'ils achetaient, c'était une Renault R14, Renault 14, qui était rouge. Ah, c'était eux, donc. Voilà. Et je crois que la première fois vraiment que ça a attiré mon attention, c'est quand j'ai découvert... assez peu de temps après l'achat, des traces de rouille qui commençaient à se former au niveau en bas de l'aile arrière. Ouais. Et c'est là où j'ai vu que ça me faisait de la peine, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est une forme de maladie, machin. Parce que pour moi, vraiment depuis toujours, l'automobile, au-delà de l'objet lui-même, c'est un outil, c'est un lieu de réunion. Qui fait que c'est autre chose. C'est là où on peut se rassembler dans une certaine intimité quand même, parce que c'est pas un volume extraordinaire. On n'a rien d'autre à faire que peut-être de se parler, d'écouter de la musique. Et puis, donc rien que ce lieu, et puis ce lieu se déplace et t'emmène à travers des paysages extraordinaires. Et au final, on arrive à une destination qui, c'est encore autre chose, tu vois. Et pour moi, c'était... Avant tout, l'automobile, c'est une ambiance. Le côté cocon. C'est cocon, c'est protégé, c'est normalement avec des gens que t'aimes bien. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu ça qui a créé, en fait, où je me suis rendu compte que la voiture, ça me faisait quelque chose, quoi. Mais après, je pense que il y a une photo sur deux de mon enfance, j'ai une voiture à la main où je regarde une voiture, voilà. Et ça a toujours fait partie ça a toujours été ma passion, en fait. Voilà. Le virus est arrivé très tôt. Arrivé très tôt, oui. Par contre, pourquoi, d'où il vient, je saurais pas te dire, parce que j'ai une famille qui est... une famille immédiate, mes parents sont assez indifférents au sujet de l'automobile. Par tradition, c'était une famille Renault, où il y a eu les R14, il y a eu les R21, R21 Nevada GTS Manager, c'est ma conduite accompagnée, la pauvre. Sur le tard, mon père s'est intéressé un peu plus à Saab parce que
comme d'autres personnes, c'est un passionné d'aviation. Mhm. Et bon, il y a un lien évident entre les sables et les avions. Forcément. Mais ça, c'est arrivé assez tardivement. Voilà, écoute. Après, ça a été aussi un lien particulier, je dirais, avec mon grand-père maternel, qui, lui, de profession, il était conducteur de camion grumier. Ouais. Transport de bois Ouais. dans la région de Saint-Étienne, dans le Pilat. Et c'est quelqu'un qui tirait beaucoup de fierté de sa maîtrise des camions. J'ai vu faire des créneaux absolument extraordinaires et des machins. Moi qui suis incapable d'en faire un avec une voiture normale, lui, il faisait bon, bref. Ouais. Et il a été vraiment un de mes moniteurs pour me former à la conduite. Et il était très fier de me réapprendre, on va dire, parce qu'il y avait un moniteur quand même officiel, professionnel, qui faisait son travail. Mais voilà, il a des petits conseils à donner, tout ça, et que j'écoutais. Même je lui répétais 10 fois la même chose, tout que je savais déjà. C'était une connexion particulière avec mon grand-père. Et c'était toujours, tu vois, c'est toujours, en fait, la voiture était le théâtre de quelque chose, et c'est pas la voiture elle-même qui créait ce lien, quoi. Donc quand cette R14 elle a rouillé, c'était presque... tu t'es dit, oh, le cocon est fragile. Le cocon est fragile, peut-être que c'est même à ce moment-là que j'ai découvert que peut-être la mort existait, tu vois, j'avais 3-4 ans, et je me disais, oh là là, mais tout est périssable, les voitures aussi, les objets aussi. Et ouais, et je me rappelle que ça m'a vraiment, je t'assure, je crois que j'ai dû poser 100 000 questions évidemment à mes parents, mais c'était, en plus c'était, c'était de mon côté, parce que j'ai une sœur, et on rentrait, on avait toujours sa place attitrée à l'arrière, et la roue était de mon côté, donc à chaque fois que j'ouvrais la porte, je voyais cette roue, et puis je voyais que s'étendre et tout, petit à petit. Oui, il y avait un problème de rouille sur les Renault des années 80, je crois, fin 70 aussi. Ouais, sur beaucoup de voitures jusqu'à la fin des années 70, ouais. Alors, je t'ai stalké, hein, j'aime bien stalker les gens, notamment sur LinkedIn. Oula. Et j'ai étudié ton parcours académique qui est quand même assez tortueux. Alors, dans l'ordre, hein, tu as fait un DUT en génie mécanique, puis un DUG d'anglais, puis un BTS informatique. Tu te cherchais à l'époque, on dirait. Ah, totalement. Oui. J'ai commencé par ce DUT qui faisait... alors bon, je pense que comme beaucoup à une époque, on cherche un peu la reconnaissance de son papa et on se dit on va faire la même chose que lui. Mon père est ingénieur en génie civil et je me dis tiens, je vais aller là-dedans. Donc en gros, il construit des ponts, c'est ça, des routes, des choses comme ça. Oui, alors à la base c'est ça, et après il a fait sa carrière à France Télécom puis Orange, il s'est diversifié, ça servait sa base professionnelle, enfin sa base d'études c'était ça, et après bon il l'a appliqué à d'autres choses. Et moi je m'étais dit je vais faire, j'avais absolument pas ce que je voulais faire à ce moment-là, j'ai 17 ans, le bac arrive, faut faire quelque chose après. Et je jouais dans la même école que lui, qui était donc l'ENISE, c'est donc l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et je me suis dit je vais dans la même école, mais il y avait le génie mécanique qui me plaisait plus. Donc j'ai fait l'examen d'entrée pour rentrer dans cette école, que j'ai lamentablement échoué. Et donc, si tu n'arrives pas à faire à être dans une école d'ingénieur, tu essaies de faire un BTS, quoi. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'examen d'entrée, au moins. Donc j'y suis rentré, et puis ça m'a absolument pas plu, ni au niveau de... Alors, il y a des trucs qui m'intéressaient absolument pas, d'autres qui m'intéressaient beaucoup. J'ai appris le monument de machines-outils, de machines à commande numérique, je sais utiliser un tour, je sais utiliser une fraiseuse, enfin des trucs, j'espère, je pense que je saurais toujours faire, je suis pas certain, mais il y a tout ce qui est dimensionnement des structures, enfin tout ça, il y a des trucs qui me plaisaient bien, le dessin technique, mais je pense que aussi la classe, ça n'allait pas, quoi. Je me faisais pas trop de copains, et puis il faut dire que aussi moi après j'ai beaucoup voyagé, on en regardera peut-être sûrement même, et parce que mon père était un travailleur expatrié. Alors expatrié, ça au sens général, parce que moi j'ai fait tout mon lycée en Martinique, et mon année de troisième.
Et après le bac, je suis rentré en métropole. Et il y a eu un choc, tu vois, au retour de... Alors je me retrouve à Saint-Étienne en plus, que c'est Saint-Étienne que je connaissais, parce que j'y suis né. Mais ça a été dur, je suis rentré tout seul en plus. Je pense qu'il y avait un ensemble de trucs qui fait que quoi que j'aurais fait, ça m'aurait pas plu. T'as pas retrouvé ta place, quoi. J'ai pas trouvé ma place. Donc j'ai quand même terminé mon DUT, mais tout en me disant, je vais absolument pas continuer dans cette... parce que tu t'arrêtes pas un DUT, tu continues après, quoi. Normalement. Parce que le but, c'était toujours d'arriver à Bac plus 5, tout ça. Et je me suis dit, non, faut que je fasse autre chose, mais quoi ? C'est là où je me suis dit, écoute... non, voilà comment c'est venu. C'est que pour payer mes études, je travaillais l'été. Et j'étais parti en Angleterre comme serveur pour me faire des sous, quoi. Et puis j'étais pas mauvais en anglais à ce moment-là, déjà. Alors bon, en venant d'une filière technique ou scientifique, donc c'est pas un niveau extraordinaire non plus. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un doc d'anglais, et puis je me vois bien prof, donc je suis parti là-dedans. Et là, là par contre, voilà, là j'ai vraiment trouvé ma place. Je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est vraiment les amis de ma vie. Et l'anglais me plaisait bien. Le seul problème, c'est que quand tu fais des études d'anglais, au final, soit tu deviens prof, soit tu deviens éventuellement traducteur, tout ça, mais il n'y a pas des débouchés extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Moi, mon ambition là-bas, c'était de devenir prof. Et donc, en deuxième année, j'ai fait un stage alors, j'ai pris la matière pré-professionnalisation. Donc, c'est en fait des cours pour devenir prof, une première approche, quoi. Et qui se termine par un stage en école. Et je me rappelle, je faisais de l'aide aux devoirs dans un collège difficile de Saint-Étienne. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fait pour ça. Parce que j'avais pas j'avais pas le recul nécessaire, j'avais pas tu vois, j'arrivais pas, en fait, ça me faisait, le fait c'était des gamins en échec, forcément scolaires, qui venaient là, qui avaient une certaine détresse à certains niveaux, et je me disais, mais j'ai pas le recul nécessaire, ça me touche trop, tout ça, tu vois, c'est parce qu'il y avait, tu sais que tel gamin, si il est en échec scolaire, c'est parce que son père s'est barré, au machin, et ils ont tous des petites histoires comme ça, et le problème c'était pas de leur transmettre quelque chose, ou de leur faire de la devoir, de leur apprendre des choses, c'est juste que ça me touchait trop, tu vois, j'avais pas, ça me faisait de la peine, un sentiment d'impuissance. Pauvre gamin, et impuissance, et me dire, alors là t'es parti, si tu vas au bout et tu vas faire une carrière là-dedans, soit tu finis en dépression totale, soit tu vas t'endurcir et au final devenir inutile pour ces gamins, quoi, blasé de la vie. Ouais. Donc je me suis dit, écoute, je vais terminer mon DUG et puis je vais faire autre chose. Et là, donc là, bon, j'en suis déjà à 2 Bac plus 2, et puis tu te dis, quand même comment je gagne ma vie, quoi. Et là, je me suis dit, on est en 2001. Ouais. Et je me suis dit, il faut que là maintenant, il faut une filière qui fonctionne, qui te plaît plus ou moins, mais un truc qui embauche derrière, et voilà. D'où l'informatique. D'où l'informatique. Alors, ce qui était vrai au début de mes études, ne l'était pas à la fin. Donc j'ai fait un BTS informatique de gestion option réseau. Donc là, je me suis bien plu, c'était cool, c'était sympa, surtout c'était en alternance. Donc c'était bien cool, ça me faisait des sous, puis une première expérience professionnelle. Sauf que ça embauchait beaucoup donc au début de mes études, en 2001. En 2003, déjà, la bulle Internet avait explosé. Même en 2001, elle avait déjà explosé. Déjà, j'étais mal barré. Je sais parce que j'en étais. Donc, et donc, là, je me suis dit, putain, pardon, j'ai dit des gros mots, c'est pas grave? Non, mais c'est pas grave. Ok, parce que ici, le CSA ne surveille pas. D'accord, je suis extrêmement vulgaire, faut que tout le monde le sache, en fait. Tout le monde le sait. Et là, donc, j'ai mon BTS, et puis après, il faut trouver du travail. Alors déjà, trouver du travail dans l'absolu, c'était pas simple. Trouver du travail à Saint-Étienne, c'était encore une difficulté supplémentaire. Et donc, écoute, j'ai commencé par du chômage. Donc, c'était que je vivais pas très bien. Et forcément, la première offre d'emploi qui passe, à laquelle je réponds et qui me répond positivement, j'ai sauté dessus.
Et pour ça, il fallait venir à Paris. Monter à Paris. Monter à Paris, en Île-de-France. Et l'emploi en lui-même, alors c'est un truc qui vraiment est très impressionnant. C'est-à-dire que j'étais chargé de la surveillance de serveurs de transfert boursier. Ouais. Alors j'étais dans une SS2I, mais qui me filait à la Banque Populaire à l'époque. Ouais. Donc ça paraît extrêmement impressionnant comme ça, mais ça l'est pas du tout. Il suffit de... écoute, tu es face à un ordinateur, et puis quand il y a des trucs rouges qui remontent, et tu sors un gros bouquin, tu regardes, et puis tu as une manip à faire. C'était sur des ordinateurs extrêmement rustiques qui s'appellent des AS400 pour les oui, c'est vieux ça. C'est extrêmement vieux, mais c'est extrêmement stable. Ouais. Donc ça marche bien pour ça. Je sais pas s'ils l'utilisent toujours, mais voilà. Et donc c'était... pas très passionnant. Tu rajoutes à ça le fait que c'était au 3-8, 7 jours sur 7, parce qu'il y a toujours une bourse ouverte, forcément. Oui. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Ça devient vite pesant, surtout que, évidemment, qui dit transfert boursier dit argent, pognon, et que on te met une pression assez énorme. Parce que toute minute où le serveur est indisponible, c'est des X transactions qui milliers, je ne sais plus ce qu'on me disait, je pense pas que c'était vrai, mais c'était genre... en fait, on pouvait pas s'éloigner plus de 10 minutes de l'ordinateur, et 10 minutes, c'était déjà 1 million d'euros, je crois, il disait, si une machine... Mais je pense que c'était juste pour nous mettre la pression, tout ça. Mais bref, toi, tu crois à l'époque. Quoi. Voilà, ouais, il fallait bouffer vite, il fallait faire pipi vite, et voilà. Et même au milieu de la nuit. Bref... donc j'ai fait ça pendant quasiment 2 ans. Ouais. Voilà. Et voilà, après je peux enchaîner, hein. Si tu me laisses parler, je continue. Mais je voudrais juste revenir un peu à ta période anglaise, parce que je crois que tu as fait des stages en Angleterre aussi. Alors, j'ai pas fait de stage en Angleterre, non. J'ai travaillé, j'y suis allé 3 fois, mais en tant que serveur, j'aimais bien être serveur là-bas. Et puis, c'est à ce moment-là que tu as découvert la presse automobile anglaise. Exactement. Ah bah oui. J'ai l'impression que ça a été une révélation pour toi. Révélation, les deux. Écoute, c'était à ce moment-là était lancé le Evo anglais. Ouais. Alors moi, j'étais habitué. Alors je veux absolument pas dénigrer les titres français, mais mon grand-père, lui, il lisait l'autojournal, que je dévorais avidement, surtout le numéro annuel, le fameux salon avec les voitures rares et du monde entier. Les fiches techniques qu'on apprenait par cœur. Exactement, c'était... voilà, j'adorais ça. La presse anglaise auto, c'est autre chose, quoi. Ouais. C'était... ils te racontent des histoires. C'est pas des essais, c'est des histoires. Ils arrivent à te transférer, à te faire ressentir les émotions qu'ils ont, avec des métaphores, des analogies que seuls les Anglais savent faire, j'ai l'impression. Et... c'était pas vraiment... Alors, les bagnoles sont exceptionnelles, évidemment, mais moi, ce qui me fascinait surtout, c'était ces histoires. Tu lis c'est pas des magazines, tu lis des romans, tu lis des trucs qui sont ultra construits, et tu te dis, waouh, c'est extraordinaire, ça. Donc, ouais, et je me suis dit, je suis arrivé à m'abonner à l'époque, c'était pas facile de s'abonner depuis la France quand je suis rentré, ça coûtait une fortune. Ouais, ça a été... alors moi, à cette époque-là, à aucun moment je me disais, je vais être journaliste auto, parce que je me disais, c'était c'est un doux rêve, quoi. Tu veux être journaliste auto, tu veux être cosmonaute, tu veux être footballeur. C'est un peu la même chose, tu vois. Il y a tellement peu de place, quoi. Donc je me posais même pas la question. Cosmonaute, c'est encore un peu plus dur que journaliste auto. Voilà. J'imagine, oui, il y a peut-être encore moins de place, mais on est un petit peu dans les mêmes sphères, j'ai l'impression. Moi, alors j'ai quand même eu une première expérience. J'ai eu un avant-goût, en fait, de journalisme automobile. C'était quand j'étais dans mes études d'anglais. Alors on n'a pas parlé un petit peu de mon côté sombre d'amateur de tuning et de préparation. On y reviendra. Ouais, d'accord, ok. Mais là, bon, on y reviendra alors, mais là je suis obligé d'en parler à ce moment-là. C'est donc je lisais aussi cette presse-là. Je suis un enfant d'Option Auto notamment. Ouais. Il y avait un nouveau titre qui était sorti à l'époque qui s'appelait Hot Tuning. Ouais. Tout un programme. Alors
à l'époque, j'avais pas trop de sous, donc moi, avant d'acheter un nouveau magazine, comme je commençais à feuilleter, et puis là, j'avais lu l'édito, et c'était vraiment un nouveau titre, hein, donc c'était le numéro 1. Et je me rappelle, il y avait une Golf 2 VR6 Turbo en train de faire un burn en couverture. Déjà, ça m'a attiré mon œil. Je dis, ça me fait l'un pour l'autre. Après, je lis l'édito du rédacteur en chef qui était d'une vantardise qu'ils allaient changer tout le game de la presse auto tuning prépa française. Et je dis, mais écoute, je vais pas plus loin, je vais l'acheter. Je rentre chez moi et puis c'était de la merde, quoi. C'était, tu voyais qu'il y avait des trucs, c'était mal écrit, il y avait des fautes, les photos étaient dégueulasses. Et je me suis senti vraiment floué, je m'étais fait niquer, quoi. Et écoute, je me suis dit, putain, j'ai vraiment trop la rage. Et si lui il y arrive, non, c'est pas ça. J'ai envoyé un mail au rédacteur en chef. Alors j'ai pris mon plus beau clavier, tac, et j'ai tapé un truc bien rageur, où en foutant de sa gueule ouvertement, j'ai passé un temps infini. Je lui ai envoyé. Et puis après, satisfait du travail bien fait, j'ai continué mes affaires. Sauf qu'il m'a répondu. Il m'a répondu et il me dit ok, ouais, j'aime bien ton style. Tu veux pas écrire pour nous? Alors, au début, je me dis, il se fout de ma gueule. En fait. Il se fout de ma gueule, il va me retourner, il me dit ah ouais, tu m'as insulté. Enfin, je ne l'ai pas insulté, non. J'ai essayé justement de tourner le truc, il me dit tu m'as écrit quelque chose de désagréable, je vais te faire marcher, et puis après, je te dirai à la fin non, tu peux pas. Et il était sérieux, en fait. On s'est eu au téléphone, le mec, alors, il avait. Ça l'avait fait marrer, en fait, mon mail, et puis il me dit écoute, nous, on cherche des gens pour faire. La partie news du magazine, si tu veux, ça te va. Alors au début j'étais très très méfiant, et puis au final, il me donne un bordereau de commande, tu vois, pour faire la pige. Je dis écoute, allons-y, parce que écoute, j'ai au moins l'occasion de me rembourser du prix de son magazine. donc je me jette dedans, et voilà, et puis je sais plus ce qu'il m'avait commandé, 3-4 piges de news, donc ça c'était en même temps que tu bossais À ce moment-là, j'étais en études d'anglais. Ah d'accord. Donc je participe au second numéro, je participe au troisième numéro, je participe au 4e numéro qui n'est jamais paru. Ah. Et du jour au lendemain, alors ils m'ont payé ce que j'ai écrit pour le 4e numéro, ça n'a jamais été publié, j'ai jamais eu de nouvelles depuis, mais là, le magazine s'est cassé la gueule, quoi. Donc malgré ma prose qui a dû augmenter évidemment la qualité au moins tripler les tirages, mais non, écoute, pour tout le reste c'était de la merde, donc ça n'a pas survécu, et voilà. Mais l'expérience pour moi s'arrêtait là, parce que je dis c'est juste une exception, je reprends mes études et revenons au truc sérieux, je me suis remboursé du magazine, c'est ça l'important. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ton moment où tu bossais devant des ordinateurs à 3h du matin à attendre que les lumières deviennent rouges et le moment où tu as commencé à bosser pour Caradisiac? Alors voilà, en reparlant des lumières rouges, en fait, c'est vachement bien quand les lumières rouges s'allument, parce que ça veut dire que tu fais quelque chose. Ouais. Tant qu'elles s'allument pas, tu fais rien. Tu t'ennuies. T'attends, t'es là pour guetter, alors de temps en temps, t'as des vérifications à faire, mais ça t'occupe pas une nuit, donc il faut bien s'occuper autrement. Ouais. Et à ce moment-là, on était à l'époque des forums qui fonctionnaient vachement bien. Ouais. Alors il y a des forums, il y en a qui étaient sur forum Autoroule, il y en a d'autres qui étaient plutôt forum-auto.com. Ouais. Moi j'étais plutôt sur le deuxième, où j'ai d'abord été membre, et puis comme j'y passais énormément de temps. C'était quoi ton blaze? C'était VDub, V2ADUB. Oui, j'ai vu ce nom-là passer à l'époque. Ouais. On me le rappelle de temps en temps encore. Je ne regrette rien, je dois le dire. J'y passais énormément de temps parce que j'avais que ça à faire, surtout. Ouais, tu m'étonnes. À force de passer trop de temps, c'est que au bout d'un moment, tu commences à connaître l'équipe d'administration, donc tu deviens modérateur, puis tu deviens administrateur, et puis voilà, sachant qu'à l'époque, ça appartenait à un particulier qui était un informaticien et qui faisait ça parce que au début c'était plus un projet qu'il faisait marrer, puis c'est un peu un succès qu'il a débordé. Ouais, c'est devenu énorme, ouais. C'était énorme, tellement énorme qu'à la fin, il s'appelait Christophe, il s'appelle, j'espère toujours Christophe.
et ben, il avait plus les moyens de faire tourner les serveurs, quoi, tu vois. Ils étaient dans sa chambre, et puis à ce moment-là, tu pouvais pas monétiser tout ça, et ça finissait par lui coûter trop d'argent. Donc, il cherchait des solutions. À ce moment-là, on était tous en train de chercher une solution. Alors, la première solution, c'était de rendre l'accès payant, ce qui ne marche jamais pour un forum. Et la deuxième solution, on n'en avait pas pour l'instant. Et puis, un beau jour, donc Christophe reçoit un coup de téléphone de Cédric Banel, fondateur de Caradisiac, qui s'était lancé en 99 ou en 2000, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, voilà. Cédric Banel, il dit écoutez, moi je vous achète le forum, la communauté et la structure, et voilà. Et donc à l'époque, on avait bien discuté. Et Christophe a dit bon bah écoute, de toute façon c'est ça ou ça crève, quoi. Donc au moins je mets tout cet argent que j'ai investi là-dedans, je vais le récupérer. Donc Caradisiac rachète tout ça, mais on a l'occasion à ce moment-là de rencontrer donc Cédric Banel et puis les membres de l'équipe de l'époque. Donc c'était l'époque aussi. En fait, il y a eu pas mal de personnes du forum qui ont été, enfin pas mal, il y en a eu quelques-uns qui ont été embauchés depuis le forum par Caradisiac, et il a commencé par avoir Master Ludovic, que tu connais peut-être de nom, qui était un excellent copain à moi, et qui, lui était vraiment dans la technique. Donc il avait été embauché, et puis comme c'était mon copain, je pense qu'il a glissé, alors on n'en a jamais trop parlé, mais je pense qu'il a glissé un petit mot à Cédric Banel en disant je pense qu'il devait se dire putain, il va bientôt crever, donc peut-être qu'il a quelque chose parce que moi forcément les 3-8, ma santé déclinait, je faisais plus rien d'autre, j'étais insupportable, je m'étais fait larguer, enfin, c'était une catastrophe. J'étais au fond du trou, franchement, là, c'était compliqué pour moi. Donc je pense qu'il a attiré son attention, l'attention de Cédric là-dessus, et Cédric a vu tout ça. À cette époque-là, je pense qu'il y avait une vision assez floue de la part de Cédric sur tout ce qui était forum, blog, tout ça. Ça devait être un gros mélange pour lui. Mais comme je faisais un petit travail d'animation, il s'est dit c'est quand même intéressant ce qu'il fait. Et puis, je me rappelle, c'était un soir, moi j'étais donc au boulot, et puis il m'appelle, c'était 21h, quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Et bonjour, je suis Cédric Banel, machin. Alors moi, je commence déjà à avoir la voix qui tremble. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il y va direct. Il me dit, écoute, parce qu'il a pas de temps à perdre. C'est un homme d'affaires. J'ai vu ce que tu fais sur le forum. Nous, on veut lancer un blog de news de Caradisiac, et on pense que tu ferais bien l'affaire. Si tu veux, je t'embauche en CDI. Alors moi, ça a été, t'imagines, la lumière, oui, voilà, une porte de sortie qui n'est pas une corde ou me jeter sous un train. Donc mais ça pouvait pas arriver au meilleur moment, et j'ai à peu près réfléchi 10 secondes. En plus, un CDI d'entrée. Un CDI d'entrée, ouais. Alors j'étais déjà en CDI, mais voilà quoi. Et j'ai dit oui, d'accord, tout de suite. J'ai donc donné ma démission. Alors c'était, je me rappelle, parce que c'était un patron de SS2I, donc je ne donnerai pas le nom parce que je sais qu'elle existe toujours. Mais une enflure. Ah là là, comme j'en ai rencontré peu dans ma vie, donc lui, sa spécialité, c'est justement d'embaucher des gamins qui sortent de l'école, qui sont aux abois, qui sont au chômage, de les presser jusqu'au trognon tant qu'ils peuvent, donc au 3-8 et machin, et puis après de les jeter comme des... Et puis tu vois, il y a toujours une vague supplémentaire qui arrive. Voilà. Donc, mais en plus, en maintenant une ambiance très tendue, c'est lui qui mettait la pression, c'était pas la banque, et... il y avait des exigences absolument énormes et globalement illégales en plus. Et donc, moi je flippais quand même de lui donner ma démission. Quand je lui ai donné ma démission et qu'il m'a demandé où j'allais, je lui ai dit, et il m'a ri au nez en me disant écoute... dans 6 mois dans 6 mois, voilà. Donc juste pour dire... C'était il y a 16 ans quand même. Juste pour dire, va bien te faire... voilà où je suis maintenant, voilà, et j'ai réussi. Voilà. Et donc j'ai commencé par le fil de news de Caradisiac, donc c'était le tout début, ça a été lancé. À cette époque-là, c'était séparé les essais et les news, c'était deux fils différents.
Et puis, au début, j'étais le seul rédacteur, donc moi, je pissais de la news, Tu faisais ta vie, je faisais ma vie, j'étais dans mon coin, la seule personne de mon service, on pourrait dire. Ça m'allait très bien, parce que moi, j'ai toujours adoré, autant j'ai toujours adoré la bagnole, j'ai toujours aussi adoré écrire, donc ça me plaisait bien. Et puis, écoute, on était parmi les premiers à l'époque. Je crois qu'il y avait quoi? Il y avait devoir le blog auto à ce moment-là. Et puis, c'était à peu près tout parmi les gros. Et ça a bien fonctionné. On a commencé à embaucher des pigistes pour alimenter aussi les news. Au final, ça marchait tellement bien que les essais ont fini par être intégrés aussi au fil de news. Et puis j'ai commencé, parce que des moments, autant au début il n'y avait pas trop d'essais, mais pour des raisons sur lesquelles on reviendra j'imagine, parce que la presse internet, tout ça, au début c'était pas, on nous téléphonait pas pour nous dire on a une voiture bouffée ici. Non, mais au bout d'un moment ça marchait, et puis il y avait déjà Olivier Pagès et Alexandre Bataille qui faisaient les essais, et François Chaput aussi. Et des moments, il manquait de personnes, quoi. Et donc j'ai eu l'occasion de faire mes premiers essais. C'était quoi ton premier essai? Juste pour... On s'en souvient toujours de la première. Ouais, alors j'ai commencé fort. Hein. J'ai commencé par Audi RS4 cabriolet. Autour du... C'était quoi? Lac de Caume, je crois. La première, c'était une Nissan Primera. C'est toujours ce que je dis. Ouais, bah écoute, moi je suis commencé par ça. Et j'ai appris très très vite qu'il fallait que les essais sportives où tu te retrouvais, parce qu'on partage le volant d'une voiture, il fallait bien choisir avec qui on montait, quel journaliste on montait. Oui. Alors je me rappelle plus de la personne avec qui j'étais, mais elle m'avait fait bien peur qu'on disait pas bien. Ça, c'est certain. C'était pas, tu vois, on peut te faire peur en disant oh, il y a une belle maîtrise. Là, il me faisait peur parce que je me disais putain, on va mourir. On va crever, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon premier essai. Mais je peux parler du second, parce que ça m'a marqué. Et puis c'était Mitsubishi i-MiEV. Petite citadine électrique. Petite citadine électrique. Pourquoi? Alors autant la RS4 c'est parce que tout le monde était pris, autant la i-MiEV c'est parce que personne de la rédaction n'en voulait. et moi ça me faisait, alors rien que la bagnole déjà elle me faisait marrer parce qu'elle a des proportions très cheloues, elle est très mince et très, enfin elle fait bizarrement longue parce qu'elle est très mince, plus l'électrique, plus t'avais un moteur à l'arrière, c'était une propulsion, c'était un machin japonais. Pour moi aussi, bon on n'en a pas parlé, mais j'ai gavé de Gran Turismo 2, et je vais pas faire une redite de ce qu'a dit Georges, mais et des vidéos de best motoring, options, tout ça, c'était voilà, une bizarrerie japonaise auquel on pouvait accéder. Donc j'avais trouvé ça marrant et content de faire. Et en plus, le fait que personne ne s'y intéresse à ce moment-là, et que tout le monde trouve que c'était pourri, parce que la voiture c'est fait pour faire du vroom vroom, pour accélérer très fort, et je me suis dit, ça me plaît bien, ça. Voilà, donc c'était ma première expérience en électrique. Un genre de précurseur. Ouais, alors après, à ce moment-là, ça patinait un petit peu l'électrique, hein. On n'était pas encore, la Zoé n'était pas encore lancée, la Leaf devait arriver qu'un peu après, donc c'était vraiment de la niche de niche à ce moment-là électrique, et c'était pas spécialement porteur, quoi. À mes débuts, j'ai quand même essayé une Citroën Saxo électrique, hein, quand même. Ouais, peut-être tu es très très vieux, donc. Hein. Voilà, c'est ça. Avec les batteries en plomb sous le capot et tout, c'était vraiment... Ouais, un bricolage adapté. Antédiluvien. En 16 ans de Caradisiac, j'imagine que tu as un peu touché à toutes les choses qui se passent dans une rédaction comme ça, à tous les postes. Oui, surtout dans une rédaction internet qui est à la base une petite start-up, hein, Cardiac, c'est ça. Ouais, il faut toucher à tout. Donc la définition du start-up, c'est que tu touches à tout. Ouais. Moi j'étais justement en plus avec mon background, j'ai envie de dire informatique. Je pouvais parler un petit peu avec les développeurs et comprendre à peu près ce qu'ils disaient. Donc j'étais un interlocuteur à ce niveau-là. Je devais aussi m'occuper, écrire évidemment, m'occuper aussi de la modération. Des forums. De modération des commentaires. Des commentaires, oui, c'était la grande époque des commentaires. Voilà, ça allait toujours sur Caradisiac. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant j'y suis plus, on va pouvoir vraiment parler et se lâcher. Hein. Ça, on y reviendra sûrement, parce que ça mérite de s'y éterniser un petit peu. Mais voilà, donc écoute, et après, comme c'est aussi Internet, à partir du moment où tu es journaliste auto, ça veut dire que tu vas apprendre à faire des photos aussi, et puis à un moment, on va te braquer une caméra dans la figure, et puis il faudra que tu fasses un sujet vidéo. Donc, il fallait s'y faire, et puis c'était comme ça, et puis c'était le futur, et puis on me laissait pas trop le choix, et puis ça restait vraiment... Enfin,
allez, on doit te filmer, c'est une voiture, quelle horreur, hein. Bon, il y a pire dans la vie, même si c'était pas mon ambition à la base, quoi. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle, vous pouvez suivre Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ça vous permet de connaître à l'avance le nom de nos invités et de pouvoir leur poser vos questions. Alors, sur cet épisode-là, j'ai reçu beaucoup de questions. Pierre est quelqu'un d'extrêmement populaire. Il pèse dans le game, sachez-le. Alors, j'ai dû faire des choix. Je suis désolé, je m'excuse par avance à ceux dont la question n'aurait pas été retenue. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Retentez votre chance. Alors on va commencer par une question du stagiaire de United. Oula. Et comment le journalisme auto a-t-il évolué, notamment sur le web, pendant tes 16 ans ? Ah, question très intéressante. Ouais, je trouve aussi. Alors je sais pas si peut-être tu partageras certaines de mes réflexions. Au début c'était la bonne galère d'être journaliste sur internet parce que clairement il y avait déjà le journalisme à la télé qui était Dieu, oui, et qu'il est un peu toujours d'ailleurs. Toujours. Ensuite, il y avait le journalisme papier, ouais. et Internet, c'était rien. Tout en bas de l'échelle. Vraiment, si genre sur une présentation, il y avait un désistement, la veille pire, au soir. Voilà, du pire canard qui peut exister, peut-être qu'on allait t'appeler. La veille au soir à 20h, en fait, qu'est-ce que tu fais demain matin à 7h ? Pour une caisse pourrie, en général, à essayer à Baloco, voilà. Donc ça, c'est ça le début. Alors on parle on va dire autour de 2005, c'était à ce moment-là. Donc vraiment, on était des sous-merdes, hein, faut bien dire ça comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que le papier se cassait la gueule et que Internet que les audiences de Caradisiac devenaient colossales, oui, c'est ça aussi. Tout à fait, oui. Je rappelle que c'est le numéro 1 de l'Internet automobile français. Mondial. On finit par non seulement répondre à tes coups de téléphone, mais on finit même par t'appeler pour te proposer de plus en plus de présentations. Et même au bout d'un moment, au début c'est les marques les plus populaires, puis après t'as même des marques premium, de sport, d'exception, qui finissent par t'appeler pour t'inviter, quoi. Mais tout ça s'est passé sur bien 6-7 ans, je dirais, avant qu'on arrive à vraiment à être considéré. Je pense qu'on a dépassé au niveau Internet par rapport au papier, je sais pas, j'irais bien entre 2010 et 2012, mais pas avant, quoi. Alors sachez que tous ceux qui faisaient partie de cette aventure Internet à l'époque n'ont pas oublié. Alors il reste très peu d'attachés de presse de l'époque, mais il y en a encore certains là on garde en tête quand même le changement de ton qu'ils ont pu avoir très rapidement. On se rappelle aussi des confrères qui nous regardaient de très haut à l'époque et puis qui après nous demandaient disaient vous n'avez pas une petite pige à faire. Voilà, ça on se rappelle. Après il y a eu la même avec les blogueurs quelques années plus tard. Exactement, et justement parlons-en, parce que le fait d'avoir chié comme ça au début, quand il y a un petit nouveau qui arrive, tu sais ce qu'ils sont en train de vivre, et du coup tu vas les voir, tu leur parles et t'es sympa avec eux parce que tu sais qu'ils sont qu'ils doivent galérer, c'était nous il y a 15 ans. Alors moi j'ai aucun problème alors ça a été d'abord il y a eu les blogueurs, maintenant dans les blogs c'est terminé, c'est les youtubeurs, mais moi j'ai toujours ça trouvé intéressant d'avoir des nouveaux médias en plus, parce qu'ils peuvent nous apprendre des trucs, et ils savent faire des trucs qu'on sait pas faire. Moi j'ai notamment eu, je vais faire un petit peu de name dropping, dernier Audi RS3 en Grèce, il y avait GMK, superstar de YouTube, frérot, envoie-moi en enfer. Alors moi aberrant. C'est pas encore une fois, je juge pas la qualité de ce qu'il fait, ça me parle pas trop ce qu'il fait. Je suis pas de toute façon, je pense pas être la cible. Non. Je voyais quel était le personnage, et du coup j'arrivais quand même à quelques a priori, parce qu'en plus c'est, si vous l'avez déjà vu en vrai, c'est un colosse, hein. Il dépasse d'une bonne demi-tête, bien 30 kilos, et puis il a une tête de rugbyman, de tueur à gages, et il a en plus une communauté absolument énorme, un succès évident, énorme. Et il faut savoir, et je le dis, c'est un garçon absolument adorable, d'une humilité extraordinaire, et qui avait même
un complexe d'infériorité par rapport à nous, parce que il disait moi rien, attends, moi je mets ma caméra au bout de mon bras, je parle 5 minutes dedans, je prépare rien, c'est nul ce que je fais. Je lui dis, mais moi je l'avais dit, mais attends, mais ce que tu fais, moi j'en suis incapable. Moi, justement, ce que tu fais, moi il faut que je le prépare. Moi il faut que j'ai un technicien qui tienne la caméra devant et avec un succès bien moindre que le tien et je serais pas capable de faire ce que tu fais en improvisation et en s'occupant de l'aspect technique. Donc ces gens-là, pour dire, ils ont des choses à nous apprendre. Et je pense que la presse papier à l'époque se serait dit, c'est presse internet quand même. Alors je pense qu'ils avaient un peu, ils trouvaient qu'on arrivait un peu sur leur précaré, ils voulaient pas partager. Mais je pense qu'il y a plein de canards papier qui se seraient intéressés un peu plus à nous, auraient fait un virage internet un peu plus tôt. Sûrement, oui. Et peut-être qu'ils seraient pas dans le caca qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Alors ils ont tous fait le virage à un moment ou à un autre, mais un peu plus tard. Et voilà, quoi. Est-ce que toi, la conversion à la vidéo, ça a été compliqué ou c'est devenu naturellement, tu t'es tout de suite senti à l'aise? Absolument pas. Ça a été extrêmement pénible pour moi parce que moi, à la base, c'est la bagnole qui me plaît. À la base, c'est écrire qui me plaît. La vidéo, surtout quand on te dit du jour au lendemain, tu vas faire une vidéo. J'ai fait des formations, mais bien après, genre plusieurs années après les premières. Je pense que d'ailleurs on doit voir le progrès entre la veille du premier cours et le lendemain du dernier. Non, j'étais pas à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise avec mon image, avec les manières que je peux avoir, mon intonation, c'est entendre sa voix, c'est se voir avec ses tics de langage. C'est épouvantable. Et surtout, et là on y vient, faire des vidéos sur internet, autant quand tu écris ton papier, tu peux avoir des critiques sur ton papier et ça porte purement sur ton travail, autant quand tu commences à montrer ta tête, là tu commences à avoir des attaques sur le physique, sur ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, tes intonations, et là c'est un recul difficile à prendre, si tu te prends vraiment dans la gueule, et surtout que, si je te le rappelle, je gérais les commentaires à ce moment-là, et donc je devais lire tous les commentaires, dont ceux de mes articles, tous ceux sur mes vidéos, où on me disait que j'avais une sale gueule, que j'étais mal habillé, que tout ce que tu veux, et puis des trucs, tu vois qu'il y a alors c'est Internet qui fait ça, j'imagine, mais des fois tu vois qu'il y a une volonté vraiment de blesser, pure, et ça marche, ça arrive à blesser. Ça, parce qu'il y en a plein qui disent tu prends du recul, machin. Ça, c'est des gens dont c'est pas le métier et qui n'ont pas à lire systématiquement. Ça finit toujours par laisser une trace. Et moi, ça a laissé une trace au bout d'un moment où je me suis dit, j'en ai marre, je veux plus. J'en ai marre de ce travail, quoi. Ce travail qui était ma passion. Là, on est vers 2014-2015. Je me dis, c'est insupportable pour moi, parce que je devais en plus les lire, ces saletés de commentaires. Et j'ai vraiment... ça faire remonter des complexes d'adolescent, tu vois, alors que t'es un grand adulte. Et tout a changé le moment où il y avait trop de commentaires sur le Caradisiaque, et quelqu'un d'autre les a fait à ma place, du coup. Donc c'était le travail. Et là, je me suis fait une promesse, c'est de plus jamais lire les commentaires. Et ça m'a changé la vie. Du coup, j'écrivais ce que je voulais. Je me sentais plus libre dans mes vidéos en me disant, de toute façon, même si je dis un truc qui plaît pas ou pas de la bonne façon, je m'en fous parce que je verrai pas les réactions. Alors c'est très 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 triste parce que avoir un retour par des commentaires, une critique peut être constructive, une critique peut t'aider à t'améliorer. Mais là il y avait pas. Alors il y avait pas en particulier sur le Caradisiaque où je peux le dire, il y a une communauté qui est alors, par rapport aux stats, tu te rends compte que les gens qui commentent, c'est vraiment une partie infime. Mais on dirait qu'il y a une communauté captive qui ne peut pas aller ailleurs et qui est fâchée d'être là et qui vont passer leur frustration et leur agressivité et leur aigreur sur toi. C'est particulier, on peut le dire. Alors c'est très dommage, justement, ce que je voulais dire. C'est très dommage parce que tu peux avoir un échange. C'est une force d'Internet, d'avoir des échanges avec tes lecteurs, d'avoir des échanges en direct sur des choses, et c'est super. Mais moi, ça me coûtait trop.
Et donc, voilà. Et donc, ça, j'ai retrouvé plaisir à faire ce travail à partir de ce moment-là. Et je pense que ça avait été un nouvel élan dans ma carrière et où je me suis permis de faire des trucs totalement stupides. Comme faire par exemple des tours de périph' en électrique. C'est à peu près on en est peu de temps après que c'est arrivé, quoi. On va y revenir autour de Je l'imagine. T'inquiète pas, on en parlait dès l'intro, donc c'est quand même important. Question du Novichok de United. Quelle est la meilleure rédaction automobile? Oh là, c'était un terrain glissant. Là, potentiellement, tu peux te fâcher avec pas mal de monde, mais... Écoute, c'est forcément Caradisiac, mais après, moi j'ai passé... T'as plus de compte à rendre, hein, maintenant, hein. Oui, mais j'ai passé 16 ans avec ces gens, avec une communauté. Oui, c'est un lapsus révélateur. Avec une rédaction qui a très très peu bougé toutes ces années. C'est vrai. Et au final, ça devient une famille un peu chelou. Alors forcément, dans une famille un peu chelou, il y a des gens que tu aimes un peu moins que les autres, mais que tu tolères quand même, parce que bon, voilà, c'est la famille. Il y a des gens qui sont devenus des amis, il y a des gens qui sont devenus des frères. Dédicace à Alexandre, à Heidi, à Alain, c'est des gens qui vont... vraiment, ça me brise le cœur de partir, rien que pour eux. Voilà, au bout d'un moment, forcément, tu as une vision un petit peu déformée. Et quelle est la meilleure rédaction? C'est Caradisiac, c'est tout. Tu ne serais pas resté 16 ans si ce n'était pas le cas. Exactement. Toujours le Novichok, est-ce qu'on a que des copains chez ses collègues et concurrents? Donc c'est ses confrères et concurrents? Oui. Non, clairement pas. C'est comme partout. C'est comme partout. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de véritable rivalité, de querelle de clocher entre différents titres. Pas au niveau journaliste, j'ai envie de dire. Non. On s'entend bien tous, on se file des coups de main si nécessaire. Alors, c'est pas pour autant que j'aime tout le monde. Il y en a que je déteste cordialement et qui me le rendent bien. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur les personnages. Ouais. Revenons. Moi, j'en ai rien à foutre. On va pas donner de nom. Si, mais Alors, mais bon, c'est pas la peine, ça sert à rien. Non, je dis pas de nom. Non, c'est pas la peine. Franchement, ça sert à rien. J'étais prêt à en dire. Non. Mais après, je vais pas donner de nom précis, mais il y a toujours une différence de traitement par rapport aux médias télévision. Et il y a des gens que j'adore, vraiment clairement, qui travaillent à la télé. J'ai envie de dire la jeune génération, qui a pas loin de mon âge, donc qui est plus si jeune que ça. Par contre, t'as des vieux croulants qui sont insupportables et il y a certains que j'aimerais me battre avec eux quand je les vois, parce qu'ils ont un sentiment d'être... les princes. C'est les princes, tout leur est dû, que ce soit côté constructeur ou côté confrère. Et certains traitent même leurs collègues comme de la merde. Exactement. Donc c'est ce qui est fort, quand même. Exactement. Donc je déteste ces gens-là. Donc non, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais globalement, je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance et de franche camaraderie. Oui, la confrérie est plutôt sympathique. Tout à fait. Surtout que là, un peu comme à Caradisiac, il y a très très peu, on se côtoie tous depuis plusieurs années, et qu'au final... on se voit probablement peut-être plus que nos propres familles, donc ça aide, quoi. Que nos femmes peut-être pas, quand même. À attendre à l'aéroport, à prendre les avions ensemble, donc avoir des avions en retard ensemble, à passer des soirées ensemble, donc je trouve que c'est une petite communauté de journalistes auto qui est globalement sympathique quand même. Alors une question de Victor. Alors Victor, on te salue, on pense à toi et au tien. Slava Ukrainia, comme ils disent là-bas. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir en tant qu'essayeur? Meilleur souvenir. On parle de modèle de voiture? Ouais, je pense que modèle de voiture ou alors, peut-être expérience. Pareil, j'en ai rien à foutre, je vais tout dire. Pire bagnole que j'ai essayé, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Ford EcoSport restylé, c'était un essai au Portugal. J'en sais plus quel était le moteur, mais je crois que c'était le gros moteur essence qu'il y avait là. EcoSport déjà était pas très bien né. Ça n'a jamais été terrible. Jamais été terrible. Avec un moteur puissant, c'était encore pire, parce que c'était une voiture très lourde, et tu mets un moteur puissant, ça le fait juste plus consommer. Je crois qu'il y avait une boîte automatisée qui était pourri. Affreux le machin, ça tenait pas la route. Affreux. En fait, aujourd'hui, ça n'existe plus des mauvaises voitures. On nous dit vous êtes toujours trop gentil, mais
globalement, sauf exception, toutes les bagnoles se valent et c'est dans le détail que tu fais les différences. Non, Ford EcoSport stylé, c'était une bouse. Deuxième, alors ça remonte à quelques années. Deuxième, bien plus récente, une déception monumentale parce que je trouvais la voiture très jolie. Jaguar E-Pace hybride rechargeable. Il n'y a rien à sauver sur cet engin-là. Rien. Alors si, c'est joli à l'intérieur, c'est joli à l'extérieur, mais après, c'est inconfortable, c'est pas marrant à conduire, c'est lourd, ça consomme comme une vache, t'as pas d'autonomie électrique, ça coûte super cher, il y a rien à sauver dans cette bagnole. Voilà. Et alors, tes meilleurs souvenirs, ton ou tes meilleurs souvenirs? Un meilleur souvenir d'essai, on va dire que c'est Renault Mégane RS3. Alors je pense qu'il y avait une voiture, un lieu, un moment où tout s'est croisé. C'était pas vraiment un essai, mais peu importe, j'ai envie d'en parler. C'est moi qui ai choisi. On était à la Ferté-Gaucher, c'était pour un tournage avec Sohail Ayari. C'était on faisait... Ah non, c'était pas que Sohail Ayari, excuse-moi. On faisait un gros comparatif de compacts sportives. Il y en avait plein à l'époque. Et moi, j'avais une Renault Mégane RS, 3e génération. Alors, je sais plus quelle était la version exacte. Une Trophy, probablement, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est la première fois que je me suis senti vraiment en communion avec une bagnole. C'était... Alors, en plus, circuit de la Ferté-Gaucher, on y va très souvent, c'est le circuit que je connais le plus. Donc, à partir du moment où tu connais mieux le circuit, tu arrives vraiment à exploiter au meilleur. Et je me suis senti bien au volant de cette bagnole, où je me sentais bon, déjà, ce qui est pas gagné à l'avance. Mais j'enchaînais, c'était propre, je freinais au bon moment, je réaccélérais, la voiture répondait parfaitement. Tu faisais corps avec la machine. Corps avec la machine, vraiment un moment extraordinaire, dont je me rappelle, alors que c'était bien il y a 6-7 ans, j'imagine. Excellent moment. Pour moi, la Renault Mégane RS 3e génération... on pourra difficilement faire mieux en matière de traction sportive, quoi. Ça va faire plaisir à Jean-Pascal Dos si jamais il écoute cet épisode-là. Eh ben écoute, c'est pour toi Jean-Pascal. Une autre question, alors une question du stagiaire de United. Ils sont très présents ces gens. Ouais, ces gens ils sont un peu encombrants, c'est vrai. Quelle est ta meilleure expérience au circuit? Du coup, c'est peut-être celle-là? Oui, bah après je peux t'en parler d'autres. J'ai fait, il y a deux expériences de circuit qui me reviennent à l'esprit. Un, c'était au volant d'une Skoda Octavia, dis donc, en ligne droite. Alors je vais un petit peu expliquer. Faut détailler. À une époque, Skoda, avec l'Octavia, a voulu faire des records de vitesse sur l'axe allé de Bonneville. Ouais, je me souviens de ça. Ils étaient arrivés, alors dans leur propre catégorie. Il y a 1 million de catégories sur ces records, donc il y a de fortes chances que si tu t'investis dans une, tu vas devenir champion à un moment. Bon, bref, c'est quand même du travail. Et une fois que cette voiture a fait son record, il l'avait rapatriée en Europe et Skoda France avait organisé une petite présentation en Angleterre sur la piste de Bruntingthorpe, qui est en fait, alors qu'il y a un petit circuit, c'est à côté je crois qu'il y a un aérodrome à côté. Oui, c'est une ancienne base de la Royal Air Force. Exactement. Et donc, je pense qu'on doit utiliser une piste de décollage et c'était très très simple c'est-à-dire on mettait au volant de cette voiture, tu avais une ligne droite et puis tu essayais d'arriver le plus rapidement, le plus vite possible. Alors juste, Skoda Octavia, ça fait pas forcément rêver. Donc c'était avec le 2 litres turbo de la RS, mais qui était porté, donc toujours traction, et qui était porté à une puissance un peu vague, mais supérieure à 650 chevaux. Ouf, ah ouais. Sachant qu'en plus, on nous disait, alors je sais pas si c'était pour le folklore ou tout ça, mais comme c'était la même gestion qu'à Bonneville, et ce qui veut dire que elle était encore plus puissante, on nous a présenté encore plus puissante qu'à Bonneville, mais à Bruntingthorpe, et avec en plus des pneus de route. Et c'était sinon une authentique voiture de course avec un arceau extraordinaire. En plus, le parachute, oui, mais qui n'était pas censé utiliser. Voilà. Pour rajouter un petit peu d'exotisme, c'était une conduite à droite. Donc il fallait changer les vitesses à main gauche. Et voilà. Et alors, ça a été
Je sais plus, pas grand chose. Pourquoi ? Parce que, croyez-le ou non, mais une traction de plus de 600 chevaux, ça patine. Bah oui. Surtout sur des pneus de route. Et sur alors je sais même pas, ça mérite pas le nom de goudron, mais une petite aviation, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait pour cet exercice-là. Donc ça patinait beaucoup. Je me rappelle d'un passage de seconde où la bagnole s'est décalée de 4-5 mètres à gauche. Et après, voilà. Et je crois que j'ai à peine dépassé les 250 au bout, ce qui était déjà quand même honnête, quoi. Et c'était voilà, une expérience sensorielle, exotique, extraordinaire. Ça gueule, parce qu'il y avait évidemment aucun isolant sonique, voilà, et puis un moteur totalement libéré qui gueulait tant qu'il pouvait. Et plus l'ambiance, on avait la combinaison, on avait le casque, c'était voilà, c'est un grand moment. Deuxième, si je parle beaucoup. Hein, non mais t'as le droit. Vous avez le droit, ouais, voilà. Deuxième expérience sur circuit, mais je pense que ça coïncide avec autre chose, donc je pense qu'on en reparlera. Il y a un moment, j'ai eu pendant 8 jours une Caterham 7 R300 super light. Ouais. Et je suis allé au Nürburgring avec, en partant de Paris, et j'ai fait le tour de Nürburgring en Caterham 7, wow. Ce qui était une expérience intéressante, effrayante. T'as changé combien de fois de slip ? Eh bien écoute, j'avais pas prévu de change, donc mais j'ai survécu, et là encore, je pense c'était pas la peine de déclencher des chronos, parce que j'ai rien gagné, j'ai rien battu. Mais et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Déjà, c'était en plus la première fois que je roulais au Nürburgring. Bah oui. Tant qu'à faire, autant le faire en Caterham 7 qui n'a aucune aide à la conduite, et en plus c'était pas le modèle le plus mou. Non, ça a été vraiment très bien. Ouais, j'ai beaucoup transpiré. Et alors juste pour l'anecdote. Il se trouvait que ce week-end-là, il y avait Sohail Ayari qui y était, parce que c'était un week-end de VLN auquel il participait. Les courses d'endurance. Courses d'endurance, voilà. Et je l'ai trouvé après. Et il me demandait pourquoi j'étais là. Alors je lui ai dit, écoute, je suis venu en Caterham, j'ai fait le tour de circuit. Il fait des tours de Nürburgring en Caterham. Il dit, moi je le ferai pas. On parle d'un mec dont le métier c'est de rouler très très vite, qui a fait des essais en Formule 1, qui a tourné à Macao, et lui il disait, ah non, moi je fais pas ça avec ça. Petite frayeur rétrospective. Et voilà, rétrospective. Je pense que si j'étais étanche pendant le tour de Nürburgring, c'est à ce moment-là que je me suis peut-être rendu compte que ouais, ok, qu'est-ce que je viens de faire ? Ok, d'accord, c'est donc ça. Ouais. Alors, question encore du stagiaire, une autre question du stagiaire, décidément. Faut trouver un boulot, hein, messieurs. Hein. Comment arrives-tu à tenir le rythme avec tous ces déplacements ? Quid de la vie de famille quand on est journaliste automobile ? Écoute, c'est un rythme qui peut être fatigant, qui peut être épuisant, mais écoute, c'est compliqué de se plaindre quand même quand tu fais ce métier. Ouais, je trouve aussi. Parce qu'il y a bien pire. Moi, il y a un métier avant que je faisais qui était très pénible physiquement et au niveau de la famille, qui était où tu pouvais pas avoir une autre vie que ton travail. Ouais. Là, on parle quand même juste de partir, aller 2 jours par semaine, et puis pas pour serrer des boulons au milieu de la nuit. C'est juste aller dans une destination qui est... Des fois, tu te lèves un peu tôt le matin, oh là là, tu te lèves un petit peu tôt le matin. Oh là là, t'es fatigué. Tu prends l'avion, dis donc, et après tu conduis une voiture, puis après tu rentres chez toi. Non, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre en faisant ce métier. Je suis d'accord. Alors, au fil des essais, tu t'es découvert une passion pour l'éco-conduite, ou l'hypermiling, comme disent les anglo-saxons. Et d'ailleurs, tu postes régulièrement des scores de conso assez flatteurs, je dois dire, félicitations, sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une question de Jean Syrah. L'éco-conduite, c'est pas un peu chiant, en vrai ? Mais absolument pas, c'est fou de dire des trucs pareils. Moi, l'éco-conduite, j'en ai toujours fait, ça m'a toujours plu. Pourquoi ? Parce que j'ai une passion pour la bagnole, ça c'est certain, mais comme j'aime bien être totalement contradictoire, j'ai aussi un souci de l'environnement et... on va y revenir. Qui régit pas mal ma vie de façon générale. Alors pour rejoindre ces deux centres d'intérêt, il y a l'éco-conduite. Donc je me rappelle, j'en faisais déjà avec ma Golf 96 à l'époque, qui a quand même un moteur à carburateur, c'était pas spécialement simple. Mais je faisais, en plus ça faisait gagner des sous, donc quand on n'a pas trop, ça va bien aussi. Et voilà, donc j'ai commencé l'éco-conduite, et je pense que si tu trouves l'éco-conduite chiante, c'est que t'as jamais essayé vraiment.
parce que c'est un... Je vais utiliser ce mot, c'est un sport. C'est un sport, déjà, partons du principe que c'est un sport, ok ? Suivez-moi pour mon explication. C'est un sport, et en plus, c'est le seul sport que tu peux faire avec une voiture sur route ouverte, qui ne vont pas t'attirer des problèmes avec la maréchaussée, qui font que tes passagers sont dans un confort complet, parce que la base de l'éco-conduite, c'est avoir une conduite souple, avoir un freinage délicat. Si tu freines, déjà, tu as fait une erreur. Des accélérations qui sont douces aussi, des changements d'appui, enfin bref. Si tu fais bien de l'éco-conduite, tes passagers vont s'endormir. C'est un bon test d'ailleurs. Et c'est un travail d'anticipation, c'est un travail d'optimiser même sa trajectoire, de réaccélérer correctement par rapport à ta vitesse, par rapport au relief. Et une fois que tu te prends au jeu, eh bien, c'est absolument passionnant et tu peux faire ça des heures durant. En tout cas, moi, je peux. Et écoute, si j'arrive... j'espère que tout ce que j'ai pu faire jusque-là a aidé à partager un petit peu cette passion pour l'éco-conduite. J'espère que ça a créé quelques vocations aussi au passage. Mais visiblement, il y a encore du boulot à faire, parce que d'autres trouvent ça encore un peu chiant. Bah justement, est-ce que tu as des astuces ou des conseils s'il y a des auditeurs qui voudraient essayer l'éco-conduite C'est un peu ce que je viens de dire, c'est que c'est une question avant tout d'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut regarder loin devant. Quand il y a un feu rouge à l'horizon, au lieu d'accélérer très très fort pour freiner très très fort devant le feu, peut-être que là, on va laisser courir la voiture, on touche pas les freins, on va arriver, ça va passer au vert, on va redémarrer. Ça, c'est un peu la base. C'est toujours garder une amplitude dans ta vitesse qui est la plus réduite possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir à freiner le moins possible, donc anticipation au maximum. Vraiment, le maître mot, c'est l'anticipation. Après, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne s'agit pas d'accélérer tout doucement. Non, il y a quand même si tu accélères trop doucement, tu vas accélérer trop longtemps, et au bout d'un moment, ça devient contre-productif. En général, on dit qu'il faut accélérer au maximum à la moitié de la course de l'accélérateur, et ça te permet jusqu'à la vitesse de croisière que tu veux atteindre. Et là, tu as une accélération qui est, on va dire, à peu près optimale au niveau de la consommation. Mais il n'y a pas de secret absolu. Je pourrais... Alors après, on va rentrer dans le technique, donc je pense qu'on va perdre plein d'auditeurs. Mais tu as ce qu'on appelle aussi le Pulse and Glide, qui marche bien avec... on en parle souvent pour les voitures électriques, mais ça marche aussi un petit peu avec toutes les voitures qui ont des transmissions automatisées. On peut même arriver à le faire sur certaines voitures à boîte mécanique. En fait, il s'agit tu as une vitesse moyenne, on va dire de 100 km/h. Tu vas accélérer jusqu'à 105. Tu enlèves ton accélérateur, ça va descendre à 95, tu vas réaccélérer, voilà. Et en fait, je ne pourrais pas l'expliquer techniquement pourquoi ça fonctionne. Ça fonctionne déjà sur une voiture thermique. Sur une voiture électrique ou une voiture hybride, il y a la récupération, donc tu peux voir. Mais ça fonctionne tout le temps. Et c'est un rythme à prendre où tu marches par impulsion sur ton accélérateur comme ça. Il ne faut pas trop le faire si tu as là, ça devient un peu moins confortable pour tes passagers si tu le fais un petit peu trop violemment. Mais ça, c'est un truc d'hypermiler pour vraiment diminuer ses consommations au maximum. Et la difficulté, c'est d'arriver à le faire plus de 5 minutes. Au bout d'un moment, tu t'agaces et tu finis par écraser l'accélérateur de frustration, et tu finis par plus consommer que ce que tu avais prévu. Ou mettre le régulateur de vitesse et dire... Voilà. Et puis tu joues avec le relief aussi, ça descend, t'accélères pas, sauf quand tu arrives en bas de la côte, peut-être là, à ce moment tu vas accélérer parce que ça va te donner de l'élan pour la côte suivante. Mais pour moi, c'est un jeu de tous les instants, et je peux plus conduire normalement, quoi. Alors ça nous amène tout doucement à ton histoire, tes aventures marathonesques sur le périphérique. Donc je rappelle le principe, tu faisais des tours de périph' avec des véhicules électriques jusqu'à la panne, mais vraiment jusqu'à la panne, hein. C'est ça, c'est pas plus que ça. L'idée, elle est venue comment ? L'idée, alors c'est pas mon idée à la base. On est en 2016. Ouais. Renault à l'époque présente, je crois que c'était au Portugal, sa Zoé ZE40, qui était donnée à l'époque, si je dis pas de bêtises, pour 403 km d'autonomie. On était encore au NEDC à ce moment-là. Ouais.
Et ça faisait grand bruit, hein, parce que plus de 400 km, et ça faisait grand bruit surtout parce qu'on commençait à dire non mais vos chiffres d'autonomie, c'est du vent, c'est du pipeau, ce qui est vrai. Hein, oui, sur les 400 km avec ça, non. c'était pas possible. Quoi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, vas-y. Et du coup, je fais la présentation. Alors moi, j'étais déjà bien dans l'électrique, donc c'était une nouvelle génération de Zoé, c'était un peu la fête pour moi. Et c'était une présentation où d'ailleurs il y avait eu, je crois que c'était des gens de France 2 qui étaient venus et qui avaient fait le truc en disant oui, ça fait 403 km d'autonomie, et ben on prend une voiture, on part, on met sur la carte quelque chose qui est à 200 km par l'autoroute et on va faire l'aller-retour du coup. Et ils sont tombés en panne avant d'arriver à leur destination. Bon, ça avait fait grand bruit, ça avait fait un sujet. Voilà, bon bref, c'est la même présentation, je me rappelle. À table le soir, je me retrouve à côté de quelqu'un de Renault qui faisait partie de la technique, quoi. Et moi, je lui dis, bon, on peut se le dire, hors micro, on est à table, on a bu un petit coup, on va dormir après, hein, bien sûr, on va pas prendre les voitures. Mais vous pouvez me le dire, jamais on peut faire plus de 400 km en une seule charge avec une Zoé. Et lui, il me dit, eh ben, écoute, si. Moi-même, je l'ai fait. Je suis parti un soir de Boulogne, Billancourt, et avec une Zoé, et j'ai fait des tours de périph', et je suis arrivé à dépasser les 400 km. Et je me dis, putain, super anecdote, je trouve ça, ouais, ok. Donc là, on est fin 2016. Ouais, et écoute, bon, je trouve ça l'anecdote intéressante, mais j'en ai rien tiré de particulier. Quelques mois passent, donc il faut savoir que quand on fait une présentation de nouveaux modèles, il faut attendre un petit peu, et puis après, ces modèles-là, quelques mois plus tard, sont disponibles pour des essais dans chaque pays, pour en faire ce qu'on veut après au niveau journaliste, pour faire des comparatifs, pour refaire des essais. Ce qu'on appelle le parc presse. Exactement. Et donc cette Zoé Z240 arrive en parc presse, et là, je me dis, attends, mais il y a quand même un truc à faire, un truc intéressant à faire. Je vais essayer de refaire la même chose. On va partir avec c'était Bruno à l'époque, en caméraman. Et on va se lancer, on va faire exactement la même chose et on va bien voir ce qu'il advient. Alors, vous pouvez imaginer la conversation qu'il y a eu quand je suis débarqué dans le bureau de rédacteur en chef, en lui disant écoute, je vais prendre une voiture électrique, je vais tourner sur le périphérique, et puis à un moment, je vais tomber en panne, et ça va faire un sujet vidéo. Donc, c'est une des forces de la presse internet, ou en tout cas de Carazac en particulier, c'est que vous arrivez avec des idées extrêmement farfelues au rédacteur en chef, il va vous dire, il dit, j'y crois pas du tout à ton truc, c'est vraiment une stupidité extraordinaire, mais écoute, on est sur internet, là je vois dans ton planning, t'as 2 jours de libre, fais ton truc, fais si ça te fait plaisir. Voilà. Et on l'a fait, écoute, on s'est lancé, et on a fait, je me rappelle, je crois 394 km. Et pour moi, c'était un one-shot, tu vois, on ne devait pas avoir à le refaire. Mais j'ai trouvé ça très marrant à faire, malgré tout. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Ça t'a pris combien de temps, du coup ? 8 heures, 10 heures ? Non, on parle... non, t'as raison, ça devait être ça. On a dû terminer au milieu de la nuit, parce qu'on parle en général, je suis entre 30 et 40 km/h de moyenne. Donc on devait y être, donc t'arrives un peu froissé, un peu... tu sens pas très bon, hein, mais content et heureux, tu dis, putain, et puis surtout de te dire, c'est un super score, et je suis super content. Mais bon, ce qui a forcément fait la différence, c'est que ça a bien marché, en fait, parce que c'est un petit peu le nerf de la chose, hein, c'est qu'il faut... des bonnes stats, tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça très marrant à faire, et je me suis dit, écoute, je vais le refaire. Donc, la Zoé, à l'époque, c'était la meilleure vente de voitures électriques. Donc, je me suis dit, je vais passer à la deuxième, c'était la Leaf. Et puis après, je suis passé à la troisième, je ne sais plus ce que c'était. Et puis, voilà. Et puis, j'en ai fait... je crois que je l'ai fait pendant 3 ans, peut-être 4. J'en ai fait plus d'une vingtaine, comme ça. Et je trouve ça génial. Alors, il y a certains modèles qui marchaient moins que d'autres au niveau stats, mais j'étais dans mon truc, moi ça me plaisait, et puis ça faisait parler, mais surtout à la base, je trouvais ça cool à faire. Ouais. Voilà.
Et il y a un moment quand même où l'autonomie des voitures électriques progressant, ça devenait un peu sportif quand même. Oui, mais j'arrivais à trouver, c'était un challenge. Bon, après, quand tu commences à passer, je me rappelle, là où on avait bien morflé, c'était la Model S Ouais. 100D, qui, je crois que c'est celle que j'ai 30 heures, je crois, il a fallu pour la vider. Et c'est la seule voiture où, à un moment, j'ai dit, écoute, on va faire une pause, je m'arrête, je vais faire une sieste et je repars. Parce que on avait eu, c'était en plein mois de juillet, je crois, ou juin, il faisait extrêmement chaud. Pas de Alors, clim, je rappelle, évidemment. pas de clim, évidemment. Ça devait être un week-end de départ en vacances. Ah. On s'était pris des bouchons de fou. Alors, bouchons de fou en pleine chaleur sur le périphérique. Le combo gagnant. Combo gagnant, extrêmement difficile. Voilà, mais c'était, au final, t'es content, t'es satisfait. On avait fait quasi 700 bornes, je crois. Donc c'était vachement bien, tu vois. Au final, il y a toujours un moment où le résultat vaut la peine que tu as eu à l'obtenir. Mm-hmm. Et voilà. Mais au bout d'un moment, je pense que je me suis plus lassé et me sentir un petit peu enfermé dans cette rubrique et d'être juste le mec qui fait des taux de périph en électrique. Et j'ai envie de faire autre chose, en fait, tout simplement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu fais une rubrique pareille, on peut pas trop te forcer à la faire. Je veux dire, le rédacteur en chef, il va peut-être insister un petit peu en disant, mais après, au final, tu te dis, attends, t'es en train de me dire que tu veux que je continue de rouler autant d'heures sur un périph, parce que tant que t'es volontaire, à la limite, ça te regarde, quoi. Mais bon. Bref, donc... j'en ai refait encore de temps en temps. J'ai fait un truc spécial avec la Citroën Ami sur le boulevard des Maréchaux, forcément. Bah oui, tu peux pas aller sur le périph. Ouais, peut pas aller sur le périph. Et puis voilà, puis ça s'est terminé. Et puis après, bon, j'avais d'autres idées et que j'ai mis en œuvre aussi, comme rouler 24 heures en Mercedes EQS. Je trouve ça très marrant à faire. Puis dernièrement, alors non, pas dernièrement, attention, parce que là je suis dans un paradoxe spatio-temporel. C'est-à-dire que pour nous, c'est plus tard, mais pour ceux qui nous écoutent, vous trouver en ligne voilà, un road trip qu'on a fait de Paris jusqu'à la Laponie en Audi RS e-tron GT, qui était très très sympa à faire. Et voilà. Oui, j'ai suivi cette aventure, il ne s'est strictement rien passé. Très chiant en fait, parce que moi j'aime bien les aventures. T'aimes bien le frisson de la panne. J'aime bien le frisson de la panne, j'aime les difficultés. Et puis surtout, quand tout se passe bien, ton sujet se transforme en publicité pour le constructeur. Et ça, quand t'es journaliste, tu veux pas ça, quoi. Ah oui. Et on a eu zéro problème. À chaque fois que, on a suivi ce que nous disait le planificateur de trajet qui est lié au GPS, il nous disait de nous arrêter quand il fallait avec des bornes compatibles avec la carte Audi. Ça fonctionnait à chaque fois, sauf une fois où, oula, rebondissement, j'ai payé avec ma carte bleue. Sans avoir déplacé la voiture, ça a fonctionné tout de suite. Ouais, super. Donc, donc au final, tellement que il se passait pas grand-chose. Au final, on voit quand même dans la vidéo de très beaux paysages, une très jolie voiture aussi. Au final, je me suis dit, écoute, on va plus écouter ce que dit le planificateur de trajet. On est dernière étape avant d'arriver à destination. On fait sauter la dernière recharge et il nous manquait, je sais plus, 30 ou 40 km sur l'ordinateur de bord. On va faire des co-conduites et on va tenter d'y aller à la fin pour rajouter un petit frisson, quoi. Donc, pour laisser planer un petit suspense, allez voir. Si on y arrivait après à la fin ou pas, un petit teasing quand même, merde. Même si je travaille plus pour Caradisac, je le rappelle. Du coup, ça m'amène un peu à la question suivante. Le vrai enjeu de la voiture électrique aujourd'hui, c'est plus tellement l'autonomie, c'est plutôt la recharge. Complètement. Mais si on y réfléchit, et malgré toutes les démonstrations que j'ai pu faire, l'autonomie n'a jamais été un problème avec la voiture électrique. Parce qu'il suffit de regarder les statistiques des kilomètres parcourus en moyenne par le Français. On est sous les 50 km. Et sous les 50 km, même une AMI, même ta Saxo électrique, elle devait pouvoir le faire, tes 50 bornes. Ouais, sans problème. Je crois que c'était 80. Voilà, donc ça n'a jamais été un problème.
Après, ce que veulent les gens, c'est, et on peut le comprendre, Gérer l'imprévu. ils veulent gérer l'imprévu et surtout, ils veulent un seul véhicule, donc avec une certaine polyvalence. Et malheureusement aussi, les gens veulent une voiture à même, quoi qu'il arrive, de satisfaire tous leurs besoins, que ce soit en matière de volume de chargement, par exemple, ou d'autonomie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que toute l'année, tous les jours, ils vont faire 40 bornes pour aller au travail et en revenir, avec un coffre vide et une seule personne à bord, mais une fois, 2 fois par an, ils vont mettre 4 personnes à bord avec un coffre plein et ils vont vouloir faire 400 bornes. Et du coup, il faut que cette voiture puisse faire cette utilisation exceptionnelle. Et ça, c'est une erreur. Il faut choisir sa voiture qui est, si on veut une voiture utilitaire, qui est à même de satisfaire le besoin le plus courant que l'on a. Et ce qui veut dire qu'au quotidien, du coup, on a une voiture qui va déjà coûter moins cher à l'achat, moins cher probablement à l'entretien, qui va avoir une meilleure efficience parce qu'elle sera plus petite, parce qu'elle aura un plus petit moteur. Et si tu veux faire 500 bornes en été, tu loues une voiture. Et là, au niveau financier, tu vas y gagner vachement. Et tu ne travailleras pas une batterie de 100 kWh dont tu n'as aucune utilité toute l'année, ni un coffre de 500 litres dont tu n'as aucune utilité toute l'année, quoi. Et c'est ça que j'ai tendance à essayer de partager en tant que journaliste automobile, c'est quand on me demande quelle voiture acheter, c'est acheter une bagnole, intéressez-vous à une voiture qui satisfait vos besoins quotidiens, ne vous souciez pas de l'exceptionnel. C'est presque philosophique tout ça. Ouais, c'est intéressant. Bon alors là, Pierre, on a un petit problème quand même, c'est qu'on est déjà à 1h et quelques, 1h15 d'épisode et j'ai encore plein de questions, il y a encore plein de questions d'internautes. Donc on fera un deuxième épisode. D'accord. Mais je peux pas laisser les gens comme ça, ils attendent une réponse. Donc tu as quitté Caradisiac. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors, la France veut savoir, Pierre. La France veut savoir. Alors, ce qui est de marrant en plus, c'est que il faut que vous le sachiez, chers auditeurs, c'est que Vincent ne le sait pas. Non plus. Il m'a pas demandé. Je l'ai pas demandé. Je veux la surprise. Voilà. Et il aura aussi l'effet de surprise. Alors, je pense que personne ne sera vraiment surpris en fait de savoir où je vais. Moi, la lassitude aussi qui venait de Caradisiac, c'était Caradisiac est un média automobile généraliste, et moi l'aspect généraliste commençait à me peser, et moi je voulais me spécialiser dans ce que j'aime, et là où j'ose dire que j'ai quelques compétences, c'est-à-dire dans l'électrique, dans l'hybride, dans l'hybride rechargeable. Et donc je pars chez Automobile Propre, où je vais être rédacteur en chef. Oh, alors bravo, félicitations. Alors, il faut savoir que moi, j'ai zéro ambition de diriger des gens, ni de progresser d'un point de vue niveau, on va dire. Mais il y a vraiment des... On est venu te voir. Écoute, alors, tu veux vraiment l'histoire complète ? Vas-y. C'est que je m'intéressais, je regarde un peu ce qui se passe, il faut toujours s'intéresser. Et il y avait une annonce qu'avait passée Automobile Propre qui recherchait un rédacteur en CDI. Et c'était pas vraiment pour moi, parce que rédacteur en CDI, c'est pas forcément... tu vois, bon, c'est un petit peu, à mon avis, je cherchais quelque chose, un profil de débutant. T'aurais fait ce que t'avais fait à Caradisiac à tes débuts. Et puis surtout, j'aurais été, faut bien le dire, beaucoup trop cher pour eux, et ça va plus. Mais j'ai envoyé un petit mail pour avoir quelques renseignements, et puis peut-être transférer à quelqu'un que je connais, quoi. Et ils m'ont répondu en me disant, non, mais attends... Non, mais ça, c'est pas pour toi, ça. Par contre, nous, on avait une réflexion et on nous dit qu'il nous faut un rédacteur en chef et t'as un profil qui nous convient, donc si tu veux, on peut en discuter, te faire passer des entretiens et si ça va, quoi. Et j'ai passé des entretiens et ça allait et voilà. Écoute, alors je te dis, alors bon, il y a toujours ce petit paradoxe, c'est que j'y suis pas encore. Je suis très très enthousiaste et c'est une opportunité extraordinaire. Écoute, je suis sur un petit nuage, vraiment parce que je vais faire encore un peu plus ce que j'aime. Et puis, je pense que là, justement, on
passera à l'épisode suivant, ça me permet d'être un peu plus actif et d'un peu plus joindre, je rappelle, ces côtés cette difficulté à lier passion de l'auto et respect de l'environnement. Et là, donc, je suis plus en accord avec moi-même. Et j'imagine qu'on en discute dans 15 jours, c'est ça ? Ouais, voilà, écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations, je suis très content déjà de savoir qu'on va continuer de se croiser, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Enfin, tout de même, on serait croisés même, mais ça aurait été peut-être plus compliqué, mais voilà. Et puis, de toute manière, on se retrouve dans 15 jours, et là, on abordera ton côté sombre. Oh là, allons-y, j'ai ma lampe torche. Salut les gars, dans 15 jours, pour la suite des aventures de Pierre.